Bienvenue mesdames et messieurs dans ces plateaux. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à regarder cette émission qui revient encore une fois de plus pour commenter les différents faits d'actualité. On va nous apaisantir aujourd'hui autour de l'interdiction des survols de l'avion de Moïse Katumbi Chapoué. Le président d'Ensemble pour la République accuse le patron de l'Agence nationale des renseignements de l'avoir interdit de survoler. Qu'est-ce qui se passe réellement? On en parle au cours de cette émission. L'actualité, c'est aussi cette pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa la nuit de lundi à mardi 13 décembre. On dénombre un nombre catastrophique de morts, plus de 100 personnes décédées, plusieurs maisons écroulées. La route Matadi a été coupée en deux, mais les travaux sont déjà lancés. On va tenter au cours de cette émission de voir qui sont les responsables de ces désastres. On va aussi revenir sur le sommet USA-Afrique. Félix Tshisekedi a été reçu par Joe Biden. Est-ce que cette rencontre va-t-elle changer la donne internationale en rapport avec le conflit Rwanda-RDC? On en parle au cours de cette émission. On va chuter avec cette passe d'armes entre l'inspection générale des finances et Mme Adel Kayinda. Les dossiers communières à la base, que s'est-il passé réellement? On va tenter de trouver la réponse à cette question au cours de cette émission. Sur ce plateau, je reçois M. Patrick Lokala. Il est promoteur d'une chaîne de télévision en ligne qui porte d'ailleurs son nom. Il est journaliste des formations et des professions à qui je m'en vais dire bienvenue. Merci beaucoup, cher Hervé et Thomas. Comment allez-vous? Ouais, jusque-là, pas très bien, parce que vous savez, la situation dans l'Est de notre pays est restée toujours catastrophique. Une partie de mon pays est contrôlée par le Rwanda, qui, à travers l'M23, et donc beaucoup de nos compatriotes passent la vie dans des conditions extrêmement difficiles. Et dans ces contextes, je ne peux pas vous dire moi, Patrick, parce que je me suis réveillé de chez moi, je suis sorti, je suis arrivé au boulot, et dire aux Congolais que je suis bien. Je ne peux pas dire que je suis bien, d'autant plus que mes compatriotes de l'Est ne le sont pas. Je le serai quand un jour l'État va récupérer cette partie du territoire national, quand l'autorité de l'État sera totalement rétablie dans cette partie du territoire national. En ce moment-là, je me sentirai très très bien de vous dire que je suis en bonne santé, je suis bien, mais au fond de moi, je suis toujours pas très bien parce que la situation du pays n'est pas totalement bien. Non seulement ça, vous avez dit, sans pourtant entrer dans le vif du sujet, que beaucoup de nos compatriotes ont trouvé la mort à la suite de cette catastrophe naturelle due à une grosse pluie qui s'est abattue à Kinshasa. Toujours parce que d'un côté, l'État n'a pas su assurer ce qu'il devait être fait pour que les dégâts soient limités. Donc pour tout ça, moi, Patrick Lokala, je ne suis pas bien. Très bien. Avant d'entrer dans le vif même de notre sujet, quelques considérations. Patrick Lokala, depuis un moment, on vous présente comme un journaliste très conflictuel. Vous vous attaquez à tout le monde dans vos tweets, dans vos émissions. C'est des tirs à boulet rouge à l'endroit des confrères, à l'endroit des acteurs politiques. Alors finalement, qu'est-ce qui ne va pas entre Patrick Lokala et tous ces gens qui sont présentés comme votre cible? Non, moi je n'ai pas de cible. À ce que je sache, je n'ai pas de cible. Ma seule cible, c'est le public. Je fais mon travail pour mon cible. Ma cible plutôt, c'est le public. Le travail que nous le faisons pour la seule cible qui se trouve être le public. Et ce que je le fais dans les normes journalistiques, dans le souci de satisfaire mon public. Et à ce jour, les réactions que je reçois sont très très positives. Et donc quand vous dites que je suis conflictuel, que je me suis attaqué à quelqu'un, je ne sais pas de quoi vous parlez. Faudrait-il encore me citer quelques exemples? À ce moment-là, je saurais m'étendre et vous démontrer qu'il ne s'agissait pas de ça, mais il s'agissait plutôt de ça. Vous vous en prenez à Christian Wossemé, par exemple, le nouveau président du CESAC? Non, vous savez, je ne me suis jamais en pris à M. Christian Wossemé, pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs, même si je sais que c'est quelqu'un qui est arrivé dans ces métiers dans des conditions qui restent jusque-là floues, parce que je n'ai pas ces traces. Là où on apprend le journalisme ni à l'université, ni dans des centres de formation,
ni même à victoire. Et donc, je ne sais pas les conditions dans lesquelles il est arrivé dans le métier. Le péché, pour moi, c'est d'avoir dit que Christian Bossembe est un parvenu dans le métier. Le péché, pour moi, c'est d'avoir rappelé aux Congolais que cet homme qui aujourd'hui est à la tête du CESAC n'a pas de moralité. Pour la simple raison qu'il a insulté un ancien président de la République, de surcroît père de famille, de Niéi. Le seul péché pour moi, c'est d'avoir rappelé ce que Bossembe a fait contre nos confrères. Il est le seul qui a traité ce confrère de débile. Le comble, c'est que dans cette affaire, lui-même étant conscient, s'était même excusé avant de prononcer les mots. Et donc, quand je viens rappeler tout ça, après qu'il soit porté à la tête du CESAC, les démons, ce n'est pas lui qui a prononcé des choses aussi graves que celles-là. Les démons, c'est Patrick Lucara qui rappelle. Certainement, je comprends qu'il n'y a pas de logique dans la tête de beaucoup de gens. Et ça me réconforte. Ça me conforte dans ma position de penser que je suis un esprit éclairé, qui est toujours incompris au départ, mais applaudi à la fin. Le travail que nous faisons aujourd'hui, Hervé et Thomas, je peux vous rassurer que les générations futures nous seront très reconnaissantes parce que nous avons l'avantage non seulement de connaître la vérité, mais de la dire publiquement. Et la vérité, elle ne plaît pas à tout le monde forcément. Et parmi les gens qui ne se retrouvent pas dans cette vérité, notamment, ce sont les amis qui considèrent M. Bossembe comme un modèle, alors qu'il ne l'est pas. Vous savez, M. Bossembe s'est fait passer ici pour un temps comme professeur de sagesse. Il a d'ailleurs mis en place prétendument une école de sagesse, mais de cette école de sagesse est sorti un maître qui a eu l'avantage de passer à la télé pour appeler un être humain, comparer un être humain à la matière fécale. Est-ce qu'il s'agissait là de la sagesse? Un homme sage, président de sagesse, je sais quoi, mais qui quand même traite ses propres confrères des débiles. Il ne s'arrête pas là, il va jusqu'à inciter le service de renseignement à arrêter des confrères. Est-ce que le rôle du journaliste consiste à demander au service d'arrêter le journaliste? Donc voilà quelques faits qui font qu'aujourd'hui, les inconscients considèrent que ce que nous disons, les rappels que nous faisons sur les comportements de M. Bossembe doivent être considérés comme des attaques. Non. Pour le monde intellectuel, ce que nous faisons sur cet homme sera considéré comme un combat de valeurs. Comment on peut aujourd'hui imaginer se mettre à réfléchir sur le CESAC qui est une institution d'appui à la démocratie, mais dans l'esprit, c'est quand même une structure où on veut sur l'éthique, sur la moralité, des contenus médiatiques. Mais on a à la tête de cette institution d'appui à la démocratie, institution d'éthique, de contrôle, de régulation, un homme qui n'a pas de moralité, un homme qui a l'injure facile, un homme qui a comparé un autre homme de matière fécale. Donc, cette comparaison n'est pas de lui. C'est ça, ce n'est pas venu de moi. Pour l'avoir côtoyé, je sais que c'est quelqu'un qui n'insulte pratiquement jamais. Ouais. C'est quelqu'un qui a fait un parcours dans la presse. Il a commencé à Mbandaka, la radio Ikanga, radio Liberté. Il y a une radio dont les noms m'échappent. Puis il est venu à Kinshasa, il a intégré Africa TV, la RTGA, puis il a créé sa propre chaîne de télévision. Ce n'est pas un parvenu. Bon, très bien. Je ne sais pas, quand je dis que c'est un parvenu, je le dis avec raison parce que M. Bossembe n'est jamais passé par... Raison des professions. Attendez, M. Bossembe n'est jamais passé par une école de formation de journalisme. Quand je parle d'école de formation... Le journalisme, c'est un métier ouvert. Je ne parle pas seulement, attendez, je ne parle pas seulement de IFASIC. Je ne parlais pas de l'UPC, de l'USC, de l'UCC à l'époque. Je ne parlais pas de l'UNUKIN seulement. En dehors de cela, pour faire ces métiers, vous devez quand même être formé. Il a été formé sur les champs. Non, attendez. Vous devez être formé. Cette formation vous permet de comprendre le B à bas du journalisme, mais aussi la déontologie. On n'apprend pas, cher Hervé et Thomas, la déontologie à la rédaction. On n'apprend pas la déontologie dans un organe de presse. La déontologie, ça apprend soit à l'université, soit dans un centre de formation. Quand on se trouve dans un champ d'organe de presse, c'est pour pratiquer le métier, être conforté à la réalité. Dans ce que vous avez rappelé,
comme parcours, vous n'avez jamais dit que M. Bossembe a été dans tel centre de formation pour apprendre notre métier. Et c'est ce qui aujourd'hui justifie d'ailleurs les faux pas qu'il a commis tout au long de ces 13 ans de profession. Un journaliste qui est passé par ce que j'ai dit ne traiterait jamais un ancien président de la République de Niéhi. Vous dites qu'il n'insulte jamais. Mais la comparaison ne venait pas de lui. Vous dites qu'il n'insulte jamais. Il n'insulte jamais. Mais jusqu'au jour où il a sorti cette comparaison. Non, mais ça ne venait pas de lui. Non, mais c'est l'acteur principal de cette comparaison. Ah, comment ça? Oui, mais c'est ça. La vidéo existe. Je n'ai pas inventé. Ce n'est pas Patrick Lokala qui a dit que Kabila était Niéhi. Mais quand quelqu'un a le luxe de traiter un être humain de Niéhi, vous allez nous dire que ce sont des éloges. Quand quelqu'un, sur sa propre chaîne de télé, il fait ce que nous appelons techniquement la focalisation zéro. Les émissions où quelqu'un parle seul. On appelle ça focalisation zéro. Lui ne connaît pas ça, parce qu'il n'a pas appris. Et il sort un truc du genre, excusez-moi, mais vous êtes des débiles. Avez-vous déjà vérifié la signification du mot débile? Un journaliste, soi-disant, qui traite d'autres journalistes de débiles. Et le comble dans tout ça, c'est quoi, Hervé? D'autres personnes peuvent penser que c'était bien, mais lui-même s'excuse d'abord. Vous voyez comment ce monsieur n'a pas mérité d'être là. C'est ça. Il s'excuse d'abord. En tout cas, excusez-moi, mais c'est débile. Il parle un peu avec beaucoup de rapidité. Vous voulez me dire que c'est un homme qui n'a jamais insulté. Le débile, là, c'est sorti de moi. Comment quelqu'un qui dit débile ne pose pas problème? Mais moi, quand je viens rappeler qu'il a dit ça, ça devient un problème. Et donc, c'est pourquoi, je vous dis, s'il était passé par ces écoles de formation de journalisme ou par des centres de formation, je l'ai toujours dit, même à Victoire, il pouvait se former, il n'aurait jamais commis ces faits graves. Vous voyez qu'aujourd'hui, parler de Bossembe à la télé, c'est aussi parler de ce qu'il a fait en termes de Niéhi, en termes de débiles. Ça reste collé sur la peau de M. Bossembe pour la vie. C'est pourquoi, dans la vie, Hervé Thomas, chers confrères, il ne faut jamais commettre l'irréparable. Et vous savez, M. Bossembe, si ce qu'il avait fait était bon, pourquoi il a été interpellé à l'UNPC? Si ce qu'il avait fait était bon. Et vous savez ce qui a été fait à l'UNPC pour qu'il ne soit pas sanctionné? Qu'est-ce qui a été fait? Tout simplement parce que nous savons tous qui contrôle. Il n'y avait aucune charge à ça. Nous savons tous comment les choses se sont passées là-bas. Je ne voudrais pas ici. Non, il s'est présenté avec son avocat, il s'est défendu. Non. Il a avancé. Et c'était quoi la suite? Ses arguments. C'était quoi la suite? La décision est revenue à l'UNPC et non à lui. Est-ce qu'on a rendu cette décision publique? Mais en quoi Bossembe? Vous voyez maintenant, vous voyez que le fait pour l'UNPC de vous interpeller, là il s'agissait de l'auto-saisine. Ce n'est pas quelqu'un qui a déposé plainte. C'était l'auto-saisine. C'est-à-dire que le fait était extrêmement grave. Le fait était motivé. Donc, quand nous nous rappelons ces vérités, nous ne faisons pas du mal aux gens. Nous disons que ce que vous avez fait n'est pas bon. Je prends par exemple le cas de M. Israël Mutombo, un autre qui est infirmier de formation, laborateur de surcroît, est arrivé dans les métiers, dans les mêmes conditions, les mêmes circonstances que M. Christian Bossembe. Et vous voyez les dégâts qu'il a commis tout au long de l'exercice de notre métier. Parce que ne maîtrisons pas le b.a.-ba du métier. Ne maîtrisons pas la déontologie, parce qu'elle ne l'a jamais et alors jamais apprise. La dernière... le dernier dérapage en date, c'est celui du beau-frère du président. Quand il parle avec légèreté de la vie privée d'un chef de l'État à la télé. Tout de suite, vous recevez quelqu'un, la première phrase, le beau-frère du président. J'avais dit à votre conseil ici, Tatiana Osango, que si la réaction de Bourron Pela n'a pas été sage, les gens allaient comprendre qu'Israël Mutombo était dans le bon. Regardez la réaction de celui à qui il posait la question. Il dit non, moi je ne suis pas le beau-frère du président. Le président est marié à Maman Denise Nyakiro Tshisekedi, qui est la première dame. Par quelle voie, des conséquences, moi,
je deviendrai le beau-frère du président. C'est ça qui a rendu ridicule notre confrère Israël Mutombo. Mais pour le même cas, il y a un autre dont un avis de recherche a été émis pour son arrestation, Pero Luara. Mais ce sont les oiseaux de même plumage. Pero et Israël Mutombo ont fait la même chose. Mais pourquoi, pour le cas de Pero, l'avis de recherche était émis avec expéditivité, mais pour le cas d'Israël Mutombo, rien n'est fait. On nous a dit qu'il serait interpellé à l'UNPC. J'ai même vu un communiqué. Moi-même, j'ai mis de la pression au niveau du CESAC, même si je suis resté dubitatif parce que c'est lui-là même qui est le contrôle du CESAC aujourd'hui, n'est pas là pour sanctionner des gens comme Israël Mutombo, mais il est là contre des gens comme nous. Mais malheureusement, il a le tout premier cas qu'il a, c'est le cas de M. Israël Mutombo, qui est son ami, avec qui il commettait des sales besognes, dans le cadre d'insulter les gens comme ça à la télé. C'est ces couples-là qui nous a produit Kabila Nyei. Les couples Mutombo, Bosembe, c'est de ces couples est née l'expression Nyei. Vous voyez vraiment Bosembe interpeller son jumeau avec qui il mijotait des coups contre les acteurs politiques. Donc c'est ça, cette vérité, c'est celle-là qui fait croire aux autres personnes que nous faisons des attaques. Non, nous ne faisons pas des attaques. Nous faisons un combat de vérité. Le combat que nous faisons peut plaire à certaines personnes, mais tout comme elle peut déplaire à certaines personnes. Mais au moins, l'histoire retiendra qu'il a existé un homme qui s'appelle Patrick Lukala, qui luttait contre les antivaleurs. Très bien. Moïse Katumbi, son avion interdit de survoler. Il a voyagé par la Zambie, je crois, au niveau de la Loano. Et ce n'était pas possible. Il accuse les patrons de l'Agence nationale des renseignements. C'est pour Moïse Katumbi, les pratiques qu'on a décriées hier sont aujourd'hui remises encore au premier plan. Il menace même que trop c'est trop, ces pays n'appartiennent pas à un groupe de gens. Comment voyez-vous, comment avez-vous accueilli la réaction de Moïse Katumbi? Non, mais vous voyez, cher Hervé, c'est triste que certains acteurs politiques utilisent les moyens de l'État pour consolider leur position politique. Ce n'est pas bon. Nous sommes à la veille des élections de 2023 et parce que le régime Tshilé-Gelou n'a pas de bilan positif à présenter au peuple, ils veulent à tout prix éliminer tout le potentiel candidat qui ont un discours à tenir. C'est le cas de Moïse Katumbi, qui est aujourd'hui victime des attaques judiciaires et des attaques politiques. Pour ce qui concerne les attaques judiciaires, vous voyez qu'il est dans un dossier qu'il oppose avec M. Bevergadi, je crois. Un dossier qui a été clos d'ailleurs depuis, 2015, je crois. Mais l'on citerait un proche du chef de l'État, Maître Peter Kazadi. Maître Peter Kazadi, qui serait derrière la manipulation de la justice. Des accusations qui ont été confirmées par le président du tribunal de commerce. Le président du tribunal de commerce de Lubumbashi, démissionnaire, a relevé ces faits dans la lettre qu'il a adressée, qu'il a rédigée pour annoncer sa démission. Qu'il a subi des pressions politiques par personne interposée de la part de M. Peter Kazadi. Au nom du pouvoir. Comme quoi, on ne peut pas laisser un adversaire politique amasser des moyens à la veille des élections de peur qu'ils viennent combattre leur pouvoir. Et moi, j'avais dit à l'époque, je crois, j'étais passé chez Paul Tekemotou, où j'avais parlé de la responsabilité de l'IDPS et de la responsabilité politique du chef de l'État. J'avais dit que le silence du chef de l'État n'est pas normal. Parce qu'il est cité un de ses proches, mais aussi le parti présidentiel est cité dans cette affaire. La logique aurait voulu que le chef de l'État puisse politiquement instruire l'UDPS pour que l'UDPS se désolidarise de ce que l'on reproche à Peter Kazadi. Pour que Peter Kazadi, si ce qu'on dit sur lui est vrai, puisse être le seul et l'unique responsable dans cette affaire. Mais comme cela n'a jamais été fait, moi j'avais dit que dans une certaine mesure,
la responsabilité du chef de l'État serait engagée dans cette affaire qui oppose M. Beverguy à M. Moïse Katumbi. Aujourd'hui, cher Hervé Thomas, les faits me donnent raison. Tout simplement parce que vous avez vu qu'il existe une lettre du conseiller spécial en matière de sécurité AI du chef de l'État adressée à monsieur le juge président du tribunal de commerce de Lubumbashi pour lui demander de se présenter à son office. Donc c'est au plus haut sommet de l'État. Quel est le lien qu'il y a entre un juge qui pose des actes dans le cadre de son métier et le conseiller spécial du chef de l'État? Une affaire entre privés. Et un juge est impliqué, mais c'est au conseiller spécial du chef de l'État de l'inviter à son office pour l'écouter. Or, nous savons de qui dépend le conseiller spécial du chef de l'État. Le conseiller spécial en matière de sécurité dépend du chef de l'État. Il agit sous injonction du président de la République. Donc, tout simplement, parce qu'on voudrait nuire à un adversaire politique, mais cette fois-là, avec les moyens de l'État. Je me mets à la place de Moïse Katumbi, je comprends sa colère vis-à-vis de ce pouvoir qui est quand même d'une certaine manière le fruit de notre combat. Parce que nous, on a été dans la rue, contrairement à des gens aujourd'hui qui accompagnent ce pouvoir. Nous, on a été dans la rue accompagner ces gens. Comment? Les personnes avec qui nous partagions les mêmes idéaux arrivent au pouvoir, mais ils sont le premier à cracher sur notre propre combat. C'est lui d'instaurer un état de droit en République démocratique du Congo. Donc Moïse Katumbi a raison de se plaindre, il a raison de dénoncer. Il n'est pas normal qu'une affaire qui a déjà été définitivement clôturée puisse être réouverte, tout simplement parce qu'il faut nuire à un individu. Il faut décourager ces pratiques. Ce sont des pratiques rétrogrades. Quelque part, il a dit que Kagame était un dictateur et qu'il fallait que nous aidions le Rwandais à se débarrasser de Kagame. Je crois que dans l'allure où vont les choses, d'ici quelques temps, Félix risque d'être pire que Kagame parce que les indices sont là. Très bien. Alors, côté UDPS, on pense que Moïse Katumbi continue de faire son jeu consistant à se faire passer pour une victime. Il l'a fait sous Kabila, il continue de le faire encore aujourd'hui. Rien ne s'est passé au niveau du tribunal des commerces. Il y a une procédure normale qui est en cours et Moïse Katumbi doit arrêter de se faire victimiser pour quelques cadres du parti présidentiel. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, si on peut croire à ces élucubrations de combattants... Vous appelez ça élucubration? C'est quand même grave. Comment on peut justifier le fait que les conseillers spéciaux puissent inviter un magistrat à la présidence? La justice n'est-elle plus indépendante dans ce pays? Si elle l'est, quel est le rapport qu'il y a entre un juge du tribunal du commerce avec les conseillers spéciaux en matière de sécurité du chef de l'État? Même si ce juge est en dehors de ce que la loi lui reconnaît comme pouvoir, monsieur le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État n'a pas compétence d'inviter un juge à la présidence. Il n'a pas compétence. Même si celui-là avait commis des dérapages graves, ce monsieur-là n'a rien à foutre avec un conseiller spécial du chef de l'État. Mais il peut par contre être interpellé au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, qui peut connaître tout cas de dérapage d'un juge, ouvrir une action disciplinaire, parce que le juge a été acquitté. Maintenant qu'on l'invite là-bas, pour qu'il aille faire quoi? Lui, il était en train de juger une affaire entre deux privés, Moïse Katumbi et M. Bevergadi. D'abord, quel est le rôle même de Peter Kazadi dans cette histoire? Il est cité. Est-ce qu'il est avocat Non. Peter Kazadi, en réalité, son rôle est non apparent. Nous parlons de lui parce qu'il est cité. Depuis plusieurs semaines, il a été cité dans beaucoup de déclarations. Et la dernière
La dernière fois qu'il a été cité, c'est dans sa lettre, dans la lettre de démission du juge président du tribunal de commerce de Lubumbashi, où il les cite nommément. Vous voyez? Et c'est à ce niveau que beaucoup de gens disent, comme lui est l'ami personnel du chef de l'État et qu'il est cadre du parti présidentiel, beaucoup de gens dénoncent ce qu'on qualifie de l'instrumentalisation de la justice. Mais je reviens sur le conseiller spécial. Il faut que nous nous comprenions. Si Moïse Katumbi se victimise, ça c'est un fait. Chaque personne a le droit de se victimiser si il sent, s'il voit une injustice contre lui, contre sa personne, il peut se victimiser. Maintenant, il faut que l'IDPS nous explique les liens qu'il y a entre les juges du tribunal de commerce de Lubumbashi, qui étaient en train de connaître une affaire entre des privés, M. Katumbi et Vergadi, et le rapport qu'il y a qu'on peut établir avec le conseiller spécial du chef de l'État dans une affaire judiciaire. Quel est le lien? Comment on explique ça? Pour qu'il vienne dire quoi au conseiller? Est-ce que la justice concerne une affaire privée, une affaire qui concerne le business, une affaire d'entreprise, hein? Mais le conseiller spécial s'invite. La lettre est là, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un scandale. Ça, c'est de l'amateurisme. Ça, c'est ce qu'on appelle la théâtralisation de la justice dénoncée par le chef de l'État. C'est inexplicable qu'un conseiller spécial invite un juge à la présidence. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Et l'homme a fini par craquer. Si déjà, c'est lui qui s'occupe de la sécurité du chef de l'État, c'est lui qui s'occupe du Conseil national de sécurité, vous appelle. Et surtout qu'il a rappelé aussi dans sa lettre les différentes menaces qu'il a reçues. Il a préféré s'en aller pour protéger sa vie et ne pas répondre à cette invitation. Aujourd'hui, par le fait que ce monsieur a été invité par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, beaucoup de gens disent que le Conseil national de la sécurité a tenté de se substituer au Conseil supérieur de la magistrature. Ce qui constitue un cas flagrant de la séparation de pouvoir entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire. Ce qui n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour notre image. Ailleurs, ça ne se fait pas. On se manque de nous. Est-ce qu'on manque de situations sécuritaires ici dans ce pays? Est-ce que le conseiller spécial en matière de sécurité n'a rien à faire? Il faudrait qu'il vienne commencer à gérer aussi les affaires des privés dont la justice a quand même la compétence de connaître et de rendre un jugement. Très bien. Il faudrait arrêter ces pratiques. Il ne faudrait pas que l'image du chef de l'État soit ternie par ce genre de pratiques. Le monde nous regarde. C'est anormal. Aujourd'hui, le Rwanda est en train de se moquer de nous, de voir un conseiller spécial qui invite un juge. C'est grave, c'est très grave. Alors, pour une certaine opinion, la décision du juge président c'était un peu du populisme. Il avait mieux à faire, il pouvait saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Il ne l'a pas fait, il a préféré démissionner puis exposer sa lettre sur la toile, ce qui démontre à suffisance que c'était du populisme et c'est toujours Moïse Katumbi qui est derrière ces coups. Bon, d'abord, la démission est un fait privé. C'est un droit que quelqu'un a de vouloir ou de ne pas vouloir, de continuer ou de ne pas continuer, pour des raisons qui sont propres. Et il a évoqué ces raisons. On lui a promis qu'au cas où il ne se serait pas conformé à la volonté de ceux qui veulent à tout prix rendre une décision qui ne dit pas le droit, on lui avait promis de fixer son sort. On lui avait promis la mort. C'est pourquoi, en âme et conscience, il a décidé de démissionner. En âme et conscience. Maintenant, quand on dit que Katumbi serait derrière cette démission, moi, je ne sais pas le prouver. Moi, j'ai appris le cours
D'abord, initiation à la recherche scientifique, puis méthodologie de la recherche scientifique. Je ne sais pas, moi, prouver le lien qu'il y a entre la démission de ce juge et l'influence de Moïse Katumbi. On fait allusion à ce qui s'est passé. Scientifiquement, ce n'est pas démontrable. On fait allusion à ce qui s'est passé en 2015 ou 2016, je crois, quand Katumbi était encore en exil, avec cette dame qui était encore présidente de la Cour d'appel de Lubumbashi, je crois, qui devait, ou qui, selon elle, avait reçu aussi des menaces, des intimidations pour rendre un jugement en défaveur de Moïse Katumbi. Cette dame qui s'est envolée depuis lors, je crois, à Paris. Très bien. C'est une question très pertinente. La dame avait rendu la décision. Puis elle s'est en allée, elle a fait des révélations. Moïse Katumbi de retour au pays, on a réouvert le dossier et Moïse Katumbi avait pleinement raison. La justice avait lavé Moïse Katumbi. Va-t-on dire maintenant que cette dame-là n'avait pas raison de dire qu'elle avait reçu des pressions pour faire ce qui n'était pas droit? C'est ça un peu. Vous voyez, l'IDPS, ils ont un problème de réflexion et de mémoire. Beaucoup de gens qui sont à l'IDPS ne réfléchissent pas normalement. Ce sont des robots communicants. Vous le pensez? C'est sous le régime. Hein. Vous dites non, il avait fait ça en 2015. Il avait corrompu ces juges-là pour qu'ils témoignent contre le pays. Mais sous votre régime, vous avez annulé la condamnation de la même juge qui avait fait un témoignage contre son jugement. Mais vous vous servez d'une partie du dossier de l'époque, sans pourtant dire aux Congolais, se servir de la globalité, de l'entièreté de cette décision, qui, en définitive, avait tourné en faveur de Moïse Katumbi. Et comment on peut lier la démission de quelqu'un? Vous pensez vraiment qu'un homme qui a fait 26 ans de carrière peut, de bon matin, parce que Katumbi l'a voulu, il démissionne? Cet homme-là n'a pas de famille, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il n'a pas de charge. Il se lève d'un bon matin et il démissionne. C'est toujours Katumbi qui est allé corrompre les juges au niveau de l'Europe pour qu'on lui donne raison. Si chez nous on peut croire qu'il n'y a pas de justice, si chez nous on peut croire que les juges sont corrompus, il est allé corrompre les juges européens pour qu'on lui donne raison. Très bien, on va boucler. C'est pourquoi je vous dis, vous voyez, même l'art de mentir exige toujours un minimum d'intelligence. Les malheurs avec l'IDPS, beaucoup de gens de l'IDPS, ils ne sont pas intelligents, mais ils veulent à tout prix pratiquer un art difficile. L'art de mentir, c'est un art difficile. Il n'est pas donné à tout le monde de mentir. Ce sont des génies qui mentissent. Qui mentent plutôt. Un bourrique ne peut pas se donner le luxe de venir mentir en public. On va l'attraper aussitôt. Donc, il faudrait que les gens de l'IDPS arrêtent. Ce que nous faisons ici, nous ne sommes pas en train de défendre Katumbi. Nous défendons la République. La République a de principes. La République a de valeurs. La République a de lois. Et on résume ça dans ce qu'on appelle l'état de droit. Très bien. Le jour où cet état de droit n'existe plus, ça sera l'état dans lequel l'homme le plus fort fera la loi. Et malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de constater. Si aujourd'hui l'IDPS s'élève et dit qu'Hervé doit être à Makala, vous serez à Makala. Pas parce que vous avez violé, pas parce que vous avez tué, mais parce que l'IDPS l'a exigé. Nous ne sommes pas dans un état de droit idépécien. Nous sommes dans un état de droit voulu par la loi fondamentale. Et nous allons défendre cet état de droit-là, même si l'IDPS n'est pas d'accord. Très bien. On va boucler nous allons le faire. Ces premiers dossiers avec cette dernière question. En quoi la personne de Moïse Katumbi dérange-t-elle le pouvoir? C'était d'abord cette loi de Noël Tchani qu'on a étouffée, c'est des procès ça et là. En quoi Moïse Katumbi dérange-t-il ou en quoi Moïse Katumbi serait-il une menace pour la réélection de Félix Tshisekedi en 2023? Deux choses. La première, Moïse Katumbi a un parti aujourd'hui bien structuré. Un parti qui attire du monde. Un parti qui a le plus grand siège depuis que le Congo a existé. Il a une vision. Il est aimé par beaucoup de Congolais.
Et de par la manière dont il avait géré la province du Gon-Katanga à l'époque, beaucoup de gens croient que s'il est à la tête du pays, il fera mieux que ça. De par la manière dont il a géré son club de football qui est le tout-puissant Mazembe, Mazembe aujourd'hui, c'est quand même l'un des clubs les plus attrayants d'Afrique, l'un des modèles clubs. Même si ces résultats actuellement... Oui, ça arrive toujours. Vous voyez les Barça aujourd'hui, où se trouvent les Barça? C'est en Europa League. Ce n'est pas pour autant que vous allez rejeter toute l'histoire du Barça, même si vous êtes madrilène, comme moi. Barça, ça reste le Barça. Même si Barça est en Europa League, vous n'allez pas comparer Barça à Paris Saint-Germain, qui est juste un club de riches, qui n'a aucune histoire, qui n'a pas de valeur. Donc même si Barça est aujourd'hui en Europa League, il est toujours plus grand que le Paris Saint-Germain. Même s'ils ont gardé Mbappé parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Donc Mazembe, même si Mazembe a des comptes performances aujourd'hui, Mazembe c'est quand même un club qui fait rêver même les Maghrébiens. Et c'est grâce à l'ingéniosité de Moïse Katumbi. C'est pourquoi beaucoup de gens croient que si Katumbi est à la tête du pays, il y a possibilité qu'il y fasse un tout petit peu les choses un peu beaucoup mieux que ce que nous voyons. En dehors de cela, il faut ajouter que Moïse Katumbi ne viendra pas au pouvoir pour acheter les Weston de 10 000 $. Il ne viendra pas au pouvoir pour découvrir les jets privés, parce qu'il en a déjà. Les gens ne veulent pas que je rappelle ça, mais je rappelle quand même. Moïse Katumbi a quand même une fortune assez considérable. Et Moïse Katumbi, beaucoup de gens pensent que, comme c'est souvent le cas à l'extérieur du pays, où de riches viennent au pouvoir pour changer l'État, c'est peut-être une opportunité pour le Congolais d'avoir à la tête du pays un homme qui ne vient pas pour s'enrichir, mais un homme qui vient faire les choses dans le sens de redorer l'image du pays. Et c'est autour de ces valeurs, parce que Katumbi, c'est un homme qui croit fermement à la RDC de Lumumba. Très bien. C'est autour de ces valeurs que Moïse Katumbi s'articule. Ça, c'est le premier point. Le second point maintenant, rapidement, c'est ce qui suscite la peur des Tshisekedi et des idépéciens. C'est le bilan négatif du régime. Ce bilan négatif du régime plaide à la non-réélection de Félix Tshisekedi. Et en face, il y a un homme qui propose une bonne nouvelle. Alors on s'est dit, on ne peut pas prendre les risques d'aller aux élections avec un homme comme Katumbi qui a tous les atouts. Il faut peut-être les détruire pour que quand il n'y aura pas d'alternative, le Congolais pourrait croire que Tshisekedi peut faire mieux. C'est ce qui justifie cette agitation, tous ces combats que vous voyez. Noël Etiani, à qui on avait promis la BCC, si la loi passe, le Ntingi Pouloul aujourd'hui récompensé, tu l'as vu comment on l'a tourné en bourrique. D'abord DGA, il se vante sur les réseaux sociaux, mais finalement ce n'était qu'un administrateur de second rang. Et puis voilà, ces histoires de Peter Kazadi, conseiller spécial du chef de l'État, tout ça c'est ridicule. Tout simplement pour réduire un homme qui fait peur. Si aujourd'hui l'IDPS se considère Katumbi comme son adversaire principal, il se trompe. Parce que le cas de 2018 nous a démontré le contraire. Alors, on croyait que les dauphins de Kabila passeraient. Nous sommes allés même jusqu'à dire qu'à l'intérieur de la machine à voter se trouvait Chadar à l'intérieur. Vous votez Fayoulou, c'est Chadar qui sortirait. Et moi, je l'avais dit à l'époque que même si l'opposition ne se rassemble pas pour avoir un candidat commun, n'importe qui sera face au candidat Kabila gagnerait. Pas parce qu'il est bon, mais parce que les gens avaient vomi Joseph Kabila à l'époque. C'est le cas aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pire. Le peuple a déjà vomi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous pouvez prendre un député de la rue, vous le présentez face à Félix. Félix est rabattu. Pas parce qu'il a un bilan, pas parce qu'il parle bien, mais parce qu'on n'aime pas Félix. Le vote que les Congolais feront en 2023, ça sera un vote sanction. On ne va pas voter l'opposition, mais on va voter contre Félix.
Et Très bien, cela on va bénéficiera à évoluer, l'opposition. mais surtout n'oubliez pas qu'en Afrique, on ne perd jamais une élection organisée par soi-même. Kabila l'a perdu. Nous avons un cas contraire. Kabila l'a perdu. Très bien. Je veux vous rappeler qu'Abdoulaye Wade avait perdu face à Macky Sall. Je peux encore citer d'autres cas. Très bien. On prend le deuxième thème de l'émission. Kinshasa est en deuil. Nous avons enregistré comme ça 141 morts. Plusieurs maisons ont été écroulées. Des inondations un peu partout. Le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national. Le même gouvernement a annoncé aussi la démolition des constructions anarchiques. Est-ce que ce sont des mesures suffisantes pour que Kinshasa revienne, cette ville qu'on a toujours rêvé? Non, ce qui aurait été suffisant, c'est la démission du président de la République. Oh. C'est la démission de Jean-Tini Ngobila, la démission de Sama, donc la démission de cette équipe qui nous dirige. Ça va changer quoi? Pour qu'on ait de nouveaux dirigeants. Remettre le pays entre les mains. On parle d'une catastrophe naturelle. Mais je vais vous démontrer, Hervé et Thomas. Nous avons des saisons dans ce pays. La saison, la saison sèche et la saison de pluie. Chaque saison a ses réalités. L'État a l'obligation de prévoir les choses. On sait tous que pendant la saison de saison sèche, il n'y a pas de pluie. Et c'est pendant ce moment qu'il faut préparer la saison de pluie avec toutes les réalités, notamment liées à celle du changement climatique. Savoir s'il pleut abondamment, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme conséquence et comment non seulement arrêter la pluie, parce que c'est impossible, c'est une catastrophe naturelle, mais comment limiter les dégâts, comment gérer la saison de pluie. C'est à cette époque-là, à cette étape-là, qu'on allait réfléchir sur des caniveaux. Est-ce que les caniveaux que nous avons sont capables d'évacuer l'eau? Est-ce que les caniveaux ne sont pas curés? Est-ce que les petites rivières que nous avons dans Kinshasa ne sont pas totalement bouchées? Est-ce qu'il n'y a pas de construction anarchique? Comment on peut venir en aide aux familles au cas où il y a de dégâts? Comment on peut assister les gens pendant qu'il pleut? Les systèmes d'alerte. Donc la gouvernance des dégâts. La gouvernance de la saison de pluie. Et ailleurs, on annonce même par des voies météorologiques le concept m'échappe. Pluviométrique. Voilà. Là où tu es arrivé. Donc, on étudie ça. On peut avoir une telle quantité d'eau pendant la saison de pluie. Mais il semble que la météo ici avait tiré déjà. On peut tout déterminer. Et quand on détermine, on peut savoir dans quelle zone, dans quel espace, dans quel quartier, dans quelle rue il y aura débordement. Et on peut annoncer, déplacer même la population. Tout ça, c'est gouvernable. Mais l'État n'a rien fait. L'État est démissionnaire. Nous sommes dans un État non-État. Tu vois la situation que nous avons à Kinshasa. C'est comme la situation que nous avons à Bunagana, où l'État est incapable de tout. Ici aussi, l'État est incapable de tout. Vous voyez, on est tous surpris. Parce qu'on va nous dire, non, mais c'est arrivé en France, c'est arrivé aux États-Unis. Mais là-bas, quand ça arrive, comment ils se comportent? Parce que la réflexion ne suffit pas seulement de dire que ça arrive là-bas. Là-bas aussi, c'est arrivé. Il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Dire, là-bas, quand ça arrive, voilà comment ils se comportent. Ils sont dans la prévention, ils sont dans l'intervention et ils sont dans des solutions durables. Ici, qu'est-ce qui a été fait? L'excellent exploit de Jean-Tini Ngobila, c'est Idoxi Yao. Bon, dis-moi, des gens, l'hôtel de ville qui est déjà incapable d'avoir des toilettes propres dans leurs installations, peut-il être à mesure de réfléchir sur les dégâts qui pourraient être causés par une pluie diluvienne? Vous estimez que déjà les toilettes, et même n'ont pas de toilettes. Et même n'ont pas de toilettes. Ils sont incapables d'avoir des toilettes propres.
Comme chez moi ici dans ce Justement parce que la ville n'a pas les moyens, c'est Ngobila. Les ministres des Finances ils ont des millions chaque mois. Ne donnent plus Mais parce qu'il n'y a pas de justification. La rétrocession. Parce qu'il n'y a pas de justification. Quand ils ont 2 mois pour l'assainissement et qu'il n'y a pas de justification, vous voulez qu'on fasse quoi? Voilà comment Jean-Tini Ngobila allait échapper à tous ces problèmes. Si lui, Jean-Tini, avait fait un plan, avait fait des préparatifs, il avait annoncé comment lui, il compte gérer la saison de pluie et ce qu'il lui faut pour réussir cette démarche, à ce moment, on ne parlerait plus de Jean-Tini Ngobila. Il aurait raison. Voyez-vous Ngobila réfléchir dans ce sens? Mais c'est ça. Quand je vous dis qu'il doit démissionner, vous ne voulez pas accepter. Non, lui, il est dans les histoires de Doxy Yahoo. Comment faire un exploit de ramener une femme avec des histoires ici, avec Grand-P. Comment faire pour avoir un Libanga. Vous voulez l'amener dans des réflexions. Et à côté de lui, vous avez ajouté un autre qui était un spécialiste des garages. Donc, on a à la tête de la ville des gens. Alors, quelle est la solution face à tous ces problèmes? La solution, c'est la démission de Jean-Tini Ngobila. Mais ça va arranger quoi? La démission de Godem Poi, la démission de Jekoukou Moulumba, la démission du président de la République, la démission du gouvernement et aussi la fermeture de cette Assemblée nationale pour qu'on aille aux élections, mettre en place des nouveaux alimentaires qui seront à mesure de bien gouverner l'État. C'est ça la solution. On n'a pas d'autre solution à part ça. Il n'y en a pas. Ngobila démissionne, il y a une pluie qui s'abat. Oui, mais ça va changer quoi? Dans une ville comme celle-ci, vous donnez à quelqu'un qui n'a pas d'atout la responsabilité de gérer la ville. Vous vous attendez à quoi? Non, mais déjà, la ville ici est problématique. Ce n'est pas une ville où tout a été programmé. Hein? Si vous allez à Dubaï, moi j'étais là-bas, tout est programmé. Même si vous prenez un EBT, un tonneau vide, un fût vide, vous placez comme autorité. Pas le simple fait que l'organisation est assise. Tout sera normal. Vous voyez ces villes-là, on peut même laisser sans gouverneur, des villes organisées, même sans autorité. La ville sera toujours en ordre. Mais ici, déjà, la ville n'est pas organisée. Tout est mauvais. Vous prenez quelqu'un qui n'a pas d'atout, vous faites de lui dirigeant de la ville. Et vous vous attendez à quoi? Est-ce que le président de la République... Lui, là, il s'est fait chantre de Fachi ici, non? Fatina Fachi, béton à béton. Fachi, béton à béton. Fatina Fachi, béton à béton. Dis-moi un seul acte que Jean-Tini a posé qui restera dans la mémoire des Kinois. Il a éclairé Kinshasa. Non, papa. Vous célébrez la lumière. La lumière, c'est un acquis ailleurs. La lumière, vraiment. La lumière. C'est à son actif. Non, quel actif? Quel actif? Et si on enquête là-dedans, vous verrez qu'il y a des choses à redire. Très bien, on va évoluer. Hein? Hier, là, vous dites qu'il a éclairé l'avenue Bypass est éclairée aujourd'hui. Je suis passé par... Les boulevards je suis étaient passé éclairés. hier. Non, nous parlons d'hier. Je suis passé par le boulevard Lumumba. Le boulevard n'est pas éclairé. Il y a eu coupure. Ah bon? Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, ce n'est pas qu'il est allé prendre l'argent de ces sociétés de gardiennage et qu'il est venu éclairer la ville. Cet argent sort de nos factures de SNEL. Chaque fois que tu paies la facture de la SNEL, il y a des pourcentages qui sont ponctionnés et qui vont dans l'éclairage public. Mais on ne canalise pas cet argent. Donc, ce n'est même pas quelque chose qui est sorti de l'intelligence de Jean-Tini Ngobila. Tout ce que Jean-Tini sait faire, c'est ce que vous avez vu. Et Doxy Yao. Concert de Wenge. Concert de Wenge. Chanter pour Fachi Béton. Aller chaque soir là-bas, Mongaliema, chanter pour lui. Semble-t-il qu'on l'invite souvent, lorsque la femme a besoin de manger du foufou, il part souvent là-bas. C'est comme ça qu'on est en difficulté. On ne sait pas les chasser parce que le chef trouve du plaisir quand il le voit en mangeant du foufou. Donc c'est ça un peu. C'est pourquoi je vous dis, nous sommes malheureux. Parce que les personnes qui auraient dû être là ne sont pas là. Un homme comme Jean-Tini, vous prenez une ville de 14 millions à peu près d'habitants. Vous donnez à Jean-Tini Ngobila la gestion d'une ville.
Mais lui-même, au niveau du gouvernement, l'hôtel du gouvernement, il n'y a pas de toilettes. Vous voyez un peu comment je fais la déduction. Les grands Kinshasa à l'immeuble hôtel du gouvernement. Déjà là-bas, il n'y a pas de toilettes. Pour faire pipi, les agents vont derrière l'hôtel du gouvernement payer 1000 francs pour faire du pipi. Mais c'est à cet homme qui était capable d'avoir de bonnes toilettes dans son hôtel du gouvernement, c'est à celui-là que vous avez donné la vie. Cet homme-là, qui ne paye pas les agents du gouvernement, cet homme-là qui a ramené Doxy Yao, cet homme-là qui est un chantre du président, cet homme-là qui a détruit, ouais, il a même détruit ce qui fonctionnait un peu normalement pour nous ramener dans un chaos. Zando. Zando fonctionnait à peine, un peu normalement. Lui, quand il arrive, Zando n'existe même plus. Il fallait réhabiliter. Des travaux de 14 mois, on en est aujourd'hui à 3 ans. Et il n'y a pas de suite. Mais... il est ça, il n'y a pas de suite. Non, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, Nanya Lukabiso. Mais nous avons une assemblée provinciale. Non. Comment cette assemblée n'arrive pas à contrôler et à sanctionner Ngobila? Un autre problème. Un autre problème. Vous voyez, il ne faut pas aussi être impressionné par les diplômes des gens. Hein? Godin Poy était considéré ici comme un homme qui avait de la rigueur, un homme qui faisait bonne impression sur le plan scientifique, tout ça. Mais comment on peut expliquer aujourd'hui que Kinshasa était ingouvernable? Mais on a à la tête de l'organe délibérant censé contrôler la ville un homme qui était capable d'interpeller Jean-Tini Ngobila. Est-ce qu'on peut croire au diplôme de Jean-Tini Ngobila, de Godin Poy? Lui aussi, tout ce que les Quinois retiendront de lui, c'est l'habillement. Les vestes de couleur rouge, les vestes de couleur verte, des chaussures d'un. Et donc, ce groupe-là, ne fera rien. C'est comme le couple... Ah non. Je commence à contrôler beaucoup de mots. Pour ne pas tomber. Très bien, on va terminer l'émission. Pour ne pas tomber dans les filets de Christian Bosembe. Félix Tshisekedi a été reçu par Joe Biden en marge du sommet USA-Afrique. Reçu. Est-ce que, oui. Est-ce que cette rencontre... On a déroulé les tapis rouges. Il a été reçu par Joe Biden. Les images sont là. Il a été reçu par Joe Biden. Est-ce que cette rencontre va-t-elle changer la perception de la communauté internationale sur la guerre qui nous oppose aux voisins rwandais? Il faut relativiser cette audience. Il n'a pas été reçu. Mais ils ont été reçus. Les Africains ont été reçus par le... Il a eu un tête-à-tête avec Joe Biden. Ils ont été reçus. Depuis qu'il est là à la tête du pays, les États-Unis n'ont jamais déroulé les tapis pour lui. Il n'a jamais été reçu officiellement par les États-Unis. Là, on a reçu les Africains. On a reçu la famille africaine. Et dans cette famille, on ne pouvait pas l'écarter. C'est comme ça qu'il a eu la chance d'aller jusque-là. On ne peut rien attendre de là, mon cher ami. On ne peut rien attendre de là. Les États-Unis, à travers Joe Biden, n'ont jamais condamné Kigali par rapport à l'agression. Qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas après cette rencontre que quelque chose s'est refait dans ce sens. Il n'y a rien à espérer, cher ami. Rien du tout. Donc moi, c'est la seule photo qui manquait encore dans l'album du président. Il l'a eu, cette fois-ci, mais pas après avoir marché sur tapis rouge. Donc il va garder la photo pour lui. Ça sera même pas une archive pour le pays. Parce que ce n'est pas sur les tapis rouges. Très bien. On a terminé cette émission en 1 minute. Qu'est-ce qui se passe entre Jules Alinguet et Madame la ministre du portefeuille? Ce qui se passe, c'est que Madame la diaconesse, la femme aux habits verts, a été citée dans un rapport de l'IGF qui parle d'un gros bradage des actifs de la communière. Madame Adèle Kaïnda a autorisé à la communière de vendre les actifs
à un prix très bas. Et lorsque l'IGF est entré en possession du rapport d'évaluation des actifs de la Cominière, l'IGF s'est rendu compte qu'il y a eu sous-évaluation. C'est-à-dire que les prix tels que vendus par la Cominière auraient été beaucoup plus élevés que ce qui a été rendu public. En principe, les 15% que la Cominière a vendus coûtent, selon l'IGF, 154 millions de dollars américains. Parce que d'après le rapport que la Cominière a fourni à l'IGF, 1% des parts représente à peu près 10 millions. Et pendant la même période, AVZ, qui se trouve être l'actionnaire majoritaire de la Cominière, avait vendu ses parts, ses 24% des parts, à peu près 254 millions de dollars américains. Ce qui fait que rien n'explique que la Cominière, pour sa part, vende ses parts à un prix moins cher que ce que l'AVZ a vendu au niveau international. Et tout calcul fait, les 100% des parts de la Cominière s'évaluent à peu près 1 milliard quelque chose. Lorsqu'on fait le calcul, rien ne justifie que la Cominière puisse dire aux Congolais aujourd'hui qu'elle a vendu ses parts à 33 millions. Non seulement ça, les 33 millions ne sont pas retraçables, tout a été bouffé par les acteurs de ce bradage. C'est comme ça que Madame la ministre du Portefeuille est dans une posture défensive pour démontrer qu'elle n'est pas impliquée, mais au moins le rapport est là. Parce que dans les rapports, il a été prouvé que Madame la ministre du Portefeuille, Madame Adel Kaïnda, a contourné le ministère sectoriel qui est le ministère des Mines. Et elle a aussi contourné l'organe technique du gouvernement en la matière et elle a procédé toute seule à l'autorisation qui a finalement donné l'occasion à la Cominière de vendre ses parts. Donc, les choses ont été faites de manière irrégulière. Voilà ce qui explique la polémique. Elle n'a pas supporté cela. C'est comme ça qu'elle a engagé des moyens. Elle a payé des gens pour qu'on s'attaque à M. Gilles Alinguet. Au moment où nous parlons, tous nous sommes au courant que le directeur des Cominières est aux arrêts pour ces faits de bradage. Et nous souhaitons bien que Mme Adel Kaïnda puisse un jour être interpellée pour qu'elle présente ses moyens de fait. Parce que seule la justice sera à mesure de nous éclairer par rapport à cette situation de ce bradage. Patrick Lokala, merci de votre disponibilité. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bien que je n'étais pas assez fort, je me sens un peu fatigué, surtout avec les inondations, avec tous ces morts, donc j'ai perdu un peu ma vigueur. Bon, la fatigue de l'avion aussi depuis Dubaï, non, pas du ça tout, continue encore? Pas du tout, pas du tout. C'est peut-être ces morts-là, beaucoup de gens sont partis, voilà, et j'ai perdu un peu ma vigueur, parce que moi je suis un compatriote, je suis touché au plus profond de moi, et donc que les gens qui vont nous suivre me comprennent, que je n'ai pas été très fort parce que touché par une situation de deuil de nos compatriotes. Que voulez-vous? Nous avons donné notre pays à des gens qui n'ont pas les notions de la gouvernance d'un État. On a donné le pays aux gens qui ne sont concentrés que sur les détournements de fonds publics. On a donné le pays aux gens qui sont là pour s'acheter des tricycles, donner l'occasion à leurs enfants d'aller en boîte tout le temps. Mais les enfants des autres n'ont pas droit à ça parce que le pays est mal géré. Donc, il faudrait que le peuple tourne très rapidement ces chapitres IDPSiens parce que l'IDPS aujourd'hui doit être considéré comme la source du mal. D'où sortent toutes ces stratégies de détruire notre État. Vous voyez même comment ils gèrent leurs partis. Et c'est de ces partis-là que nous avons des gens qui nous gouvernent aujourd'hui. Voilà les bourgmestres qui nous ont produit, des gens qui, je ne sais pas,
Le bilan est salé. Le bilan est salé. Très bien, l'émission est terminée. Bon, c'est ça, c'est ça. Avec un Kabouya qui est là en toute illégalité. Donc, le pays. Non, donc, l'IDPS non, le concept là, risque d'être réduit. Très bien. Cette émission est terminée. J'ai gardé beaucoup de concepts aujourd'hui parce que. Il faut toujours se réserver. Les malocos. Très bien. L'émission est terminée. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.